Bonjour, nous retrouvons pour la deuxième fois pour une leçon qui concerne toujours la Première Guerre mondiale et ses conséquences. Et quelles traces nous gardons de cette Première Guerre mondiale. Donc, la guerre a duré 4 ans et elle a été très meurtrière. Nous allons voir ça un petit peu plus en détail. La fin de la guerre est signée à Retonde le 11 novembre 1918 et c'est ce qu'on appelle l'armistice. C'est fêté chaque année, c'est un jour férié et chaque année on essaye d'expliquer un petit peu. Je pense qu'on a déjà essayé de vous expliquer ce qu'était la Première Guerre mondiale, mais elle est au programme de cette année. Donc, le bilan humain a été terrible. Si on regarde la France, 1 400 000 morts et disparus sur une population de 39 millions. C'est un poids humain épouvantable. Au Royaume-Uni, 744 000 sur 45 millions. C'est c'est 3 fois moins. En Italie, 750 000 sur 26 millions. C'est aussi moins. Là, le poids en Allemagne est énorme. 2 millions sur 64 millions. Et les États-Unis, 68 000 sur 92 millions. Mais ça fait quand même 68 000 morts allemands. Et l'Autriche-Hongrie, 1 543 000 contre 50 millions de population. Donc l'Europe a perdu énormément de monde. Près de 6 millions de personnes ont perdu la vie à travers cette guerre. Voilà ce qu'on peut voir. Donc ici sur ce tableau, vous aviez les forces en présence, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'alliance Allemagne-Autriche-Hongrie. Donc les camarades morts au combat ont fait un grand traumatisme dans la société française et l'essentiel des gens vont vouloir se souvenir. Il y a beaucoup de traces historiques, on va voir ça aussi. Et il n'y a plus de personnes rescapées vivantes de la Première Guerre mondiale. Le dernier poilu, le dernier combattant est décédé en 2008 à l'âge de 110 ans. Et donc ça fait déjà plus de 10 ans que le dernier est mort. Il existe des gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'y a plus personne qui ait vécu la Première Guerre mondiale. Nous allons tenter de voir ensemble les conséquences de la Première Guerre mondiale et la manière dont les populations ont gardé une trace. Parfois, dans les familles, on a gardé les photos d'un arrière-grand-père qui avait été soldat ou une lettre ou encore un objet de la guerre. Mais il existe d'autres traces de cette guerre que nous allons étudier. Peut-être avez-vous dans vos familles des traces d'un ancêtre qui a vécu la Première Guerre mondiale. Le document 1 que nous voyons là, c'est la lettre d'un poilu et elle est datée du 13 novembre 1918. Je vais vous la lire. Chers parents, le 9 novembre à 10 h du matin, on faisait une attaque terrible dans la plaine de la Veuve. Nous y laissons 3/4 de la compagnie, plus de la moitié. Nous restons dans l'eau 36 heures sans pouvoir lever la tête. Dans la nuit du 10, nous reculons à 1 kilomètre de Dieppe. On ne peut plus se tenir sur nos jambes. J'ai le pied gauche noir comme du charbon et tout le corps violet. Il est grand temps qu'il vienne une décision, ou que tout le monde reste dans les marais, les brancardiers ne pouvant plus marcher, car le Boche tire toujours, et la plaine est plate comme un billard, c'est-à-dire que les hommes sont des cibles faciles. À 9 h du matin, le 11, on vient nous avertir que tout est signé, et que cela finit à 11 h. 2 heures qui parurent durer des jours entiers. Enfin, 11 h arrive, et d'un seul coup tout arrête. Tout s'arrête, c'est incroyable. Nous attendons 2 heures, tout est bien fini. Alors la triste corvée commence d'aller chercher les camarades qui y sont restés. Et la lettre est signée Eugène. C'est une lettre, comme il en existe certainement plusieurs, qui les poilus envoyaient ça dans les familles et ils racontent leur existence au quotidien, une existence sordide. Le
pauvres, il y en a plusieurs qui peuvent mourir de mauvais traitements, de rester comme ça dans l'eau, la boue, le froid. Imaginez, cette guerre, elle a duré 4 ans. C'est une durée incroyable. Donc ceux qui vont revenir vont être en plus extrêmement affaiblis et traumatisés par les événements qu'ils ont vécus, sans compter tous les morts. Il y a des questions qui concernent ce texte. Ces questions, vous n'avez pas besoin de les lire là sur la vidéo ou d'y répondre immédiatement. Je vous les ferai parvenir à travers le PowerPoint que j'ai fait pour accompagner ma vidéo, de façon à vous guider dans ce questionnaire. Il va falloir que vous travailliez de façon autonome, de façon à être plus dans l'ambiance de ce qu'on vous demande au collège et aussi de vous occuper. Donc c'est un travail assez long, mais vous devrez vous y appliquer. Donc, voilà, je vous laisserai lire les questions qui concernent ce document 1. Trois monuments aux morts différents. À la fin de la guerre, pour rendre hommage aux poilus, partout en France, des souscriptions publiques sont lancées par les communes rurales et urbaines afin de lever des fonds pour honorer les morts. Parfois, dans certains villages, seuls quelques hommes reviennent. Les morts sont tellement nombreux. L'idée de noter tous les noms des morts du village relève d'un travail de deuil très symptomatique du traumatisme de l'ensemble de la société de l'époque. Je vous ai parlé de cette idée de mettre les noms sur des plaques de marbre, tel qu'on le fait dans les cimetières. Tous les corps n'ont pas pu être récupérés, tous les corps ne sont pas enterrés en France, dans les communes, auprès de leur famille. On avait parlé de ça à propos de la plaque des enfants juifs de l'école. Et donc, cette idée de lister dans la commune tous les noms des soldats morts au combat, c'est une idée qui va occuper toutes les communes. Et quasiment partout en France, vous trouverez de ces monuments. Les monuments sont très différents d'une commune à l'autre, surtout en fonction des souscripteurs. Ici, les monuments présentent une synthèse des 3 thèmes reconnus. Donc, vous avez ce premier monument aux morts, où on voit une femme qui a l'air complètement désespérée. Donc, je vous demanderai dans les questions d'ailleurs quel est le mot qui vient à l'esprit quand on regarde ce monument aux morts. Vous pouvez voir aussi que les noms sont extrêmement nombreux et ils sont classés par année de mort au combat. C'est évidemment la tristesse. Un autre type de monument est celui-là, dont l'inscription ici, en bas, est « Maudite soit la guerre ». Et il y a un personnage en bas qui lève la main, et là, lui, il n'est pas simplement triste. Je vais vous demander de chercher le sentiment qui l'anime pour qu'il dise « Maudite soit la guerre ». Donc, il a envie de dire... je vous laisse trouver le mot, mais il est irrité, par exemple. Et enfin, un autre type de monument, peut-être plus courant, celui de Brive-la-Gaillarde par exemple, qui dit « à ses héros ». La ville dédie ce monument à ses héros. Donc celui-là, il exalte le sentiment patriotique et de toute façon, ce qu'on va voir nous d'ici la fin de l'année, c'est que le XXe siècle a vécu 2 énormes et terribles guerres mondiales. C'est que cette première guerre mondiale va se terminer et très bientôt va naître de nouveaux conflits et ça va déboucher sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, d'être aussi fier que ça et de dire voilà, de s'exalter sur les morts au combat, ça va peut-être permettre les prémices de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous répondrez aux questions qui se trouvent après, vous regarderez chacun des monuments et vous chercherez aussi, alors chercher dans sa commune des traces qui parlent de la Grande Guerre. Évidemment, il s'agit d'une recherche numérique, à moins que d'ici là, vous ayez la possibilité de vous promener et de chercher dans Paris
des, des traces, sachant qu'il y a une plaque à l'école Ampère. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Nous passons maintenant à la nécropole nationale de Suippes, dans la Marne. Et cette nécropole, où on voit un énorme ensemble de tombes, et c'est pour ça que ça s'appelle une nécropole et pas un cimetière, c'est qu'il y a aussi des corps non identifiés, montre de façon visuelle, et encore là le cadrage n'est pas excellent, on ne voit pas la multiplicité et toute l'étendue. Vous aurez peut-être la possibilité d'y aller en vrai et de voir l'étendue du nombre des morts. Alors, et c'est toujours, les cimetières militaires sont des lieux de souvenir. Il faut que les hommes ne soient pas morts en vain, qu'on se souvienne d'eux dans un endroit dédié. Et dans ces champs couverts de tombes, au sein de vastes nécropoles ouvertes au public, se côtoient des croix catholiques, y compris pour les athées, puisque les morts français, s'ils n'avaient pas de religion autre, on pense qu'ils sont catholiques comme est la majorité des Français. Des étoiles de David juives, pour ceux qui étaient juifs, et des croissants musulmans pour ceux qui étaient musulmans. Chaque soldat a été enterré selon son rite. L'intérêt de ce document est de montrer ce que la propagande française utilisera après la guerre, la fraternité des âmes. Mais c'est aussi une réalité tangible. Les natifs des colonies sont venus défendre le sol français. C'est aussi ce que vous avez vu dans la photo précédente où on voyait un tirailleur sénégalais parler avec une paysanne en venant faire la guerre sur le sol français. Ils ont fait la guerre et ils sont aussi morts pour la France pendant cette guerre. Le document 4 est une plaque commémorative d'une commune d'Île-de-France. Et cette plaque est aussi une façon de montrer sa gratitude aux instituteurs et aux enfants de la commune qui sont morts quand ils avaient un âge adulte. Les enfants n'ont pas été envoyés au combat alors qu'ils étaient enfants. Et donc cette plaque témoigne aussi de la gratitude des communes après la guerre. Et donc dans certaines régions de France, près de 40% des instituteurs sont morts au combat, au point de poser des problèmes de recrutement. Donc 40% c'est carrément 1 sur 2. Donc s'il n'y a plus d'instituteurs, il va falloir recruter, et c'est aussi le début du recrutement de femmes, puisqu'il y a quasiment plus d'hommes dans les propositions. Donc les femmes vont devenir institutrices. C'est aussi une façon pour elles de s'émanciper et de rendre service à la nation. Le document 5, c'est une carte avant-après. Une carte avant la guerre, une carte après la guerre. Évidemment, les cartes ont été modifiées par la guerre. La France a gagné et donc elle a récupéré des frontières, en particulier l'Alsace et la Lorraine. Donc elle s'est agrandie et de la même façon l'Allemagne s'est rétrécie. Il y a des pays qui sont apparus et d'autres qui ont disparu. Donc vous avez un questionnaire qui concerne tout cela. L'Europe s'est affaiblie puisqu'on a vu le grand nombre de morts et c'est le début des États-Unis qui deviennent la première puissance mondiale. C'est grâce aussi à l'aide des États-Unis que cette première guerre mondiale a été gagnée. C'est la fin d'un monde et notamment celui des empires territoriaux. L'Autriche-Hongrie disparaît, l'Empire russe a sombré dans la guerre. L'Empire ottoman est démantelé et l'Empire allemand devient un État démocratique. Plus d'empereurs. De nombreux pays apparaissent, il vous faudra les trouver, mais c'est très clair sur la carte. Et l'Alsace redevient française. L'idée est de faire des États au plus près des homogénéités ethniques. La question serbe avait amené la guerre en Autriche-Hongrie. Une trace de la guerre est donc aussi dans cette nouvelle délimitation des États et des peuples. Donc, les conséquences aussi qu'on peut imaginer en conclusion, c'est que l'Allemagne va très difficilement accepter les conditions de l'armistice, elle va perdre une partie de son territoire, elle va s'estimer humiliée, et donc va naître l'idée dans ses dirigeants et dans son peuple de la revanche. Et donc dès 1918 va naître, et dans les années qui viennent, l'idée de récupérer les territoires qui avaient été cédés à la France. Il y a une synthèse, et cette synthèse
voici. Vous devrez la mémoriser et la comprendre. Donc cette synthèse, c'est elle qui vous permet Une synthèse, ça veut dire j'ai compris les différents éléments, j'ai analysé les différents documents et je les mets en relation. Donc faire une synthèse, c'est aussi ce qu'on vous demandera au collège et au lycée, c'est d'être capable, puisqu'en histoire on étudie des documents qui, indépendamment les uns des autres, peuvent vous laisser avec de nombreuses questions, et une fois mis en relation, grâce à la synthèse, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir dominé le sujet, de l'avoir compris et d'être capable par la suite de le mémoriser en lui donnant du sens. C'est exactement ce qu'on vous demande dans votre travail d'élève. Merci.